Salut Eric, merci Hey, d'avoir Justin, accepté de participer à cette entrevue-là. ça me fait plaisir, écoute, d'avoir la chance de discuter hockey avec la réalité actuelle. Ça va faire du bien un petit peu. Je pense qu'on s'ennuie tous du sport. On a hâte que ça recommence à la normalité. Naturellement, je pense que là, en ce moment, faut se serrer les coudes, mais ça va juste nous permettre d'apprécier mieux le moment présent, mais que les choses redeviennent normales. Exact, ça va permettre de rappeler aussi des souvenirs de la dernière saison qui a été quand même assez exceptionnelle. On va avoir la chance d'y revenir aussi tantôt. Absolument. Tu as un parcours qui est quand même assez impressionnant. Tu t'es joué avec le Collège français l'année passée. Euh, Parle-moi un peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'embarquer dans l'aventure d'être entraîneur? Ça a commencé très jeune. Je te dirais que même quand je jouais encore à l'âge de 14-15 ans, je commençais déjà à développer j'étais fasciné par les entraîneurs. Je regardais les entraîneurs que j'avais à l'époque, la façon qu'ils travaillaient, la façon qu'ils manageaient leur banc, comment ils géraient les joueurs. Ça m'a toujours parlé. Puis, in the back of my mind, je savais qu'éventuellement, la journée que j'étais pour arrêter de jouer, j'allais vouloir me lancer dans le coaching. Puis, à l'âge de 17 ans, j'ai approché l'équipe de mon hometown, que je pourrais dire à Varennes, une équipe Midget 2B. Et j'ai eu mon premier breakthrough pour commencer à l'âge de 17 ans avec des joueurs qui avaient pratiquement mon âge. Et dès les premiers instants, j'ai su que c'est ce que je voulais faire, avoir la chance de gravir les échelons du monde du coaching. Donc, ça a commencé comme ça. Par la suite de ça, j'ai fait 5 années au niveau du hockey mineur dans les catégories, que ce soit Pee-Wee, Bantam et Midget. J'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi pendant mon passage au hockey mineur qui m'ont donné beaucoup d'outils pour être prêt pour les catégories supérieures. Et par la suite de ça, après 5 ans, j'ai gradué au niveau junior 3 comme entraîneur adjoint chez les Défunts Mustangs de Vaudreuil-Dorion qui sont aujourd'hui le Shamrock du West Island. Donc, j'ai commencé dans la ligue comme ça. Puis, fil en aiguille, j'ai eu la chance aussi de côtoyer différents entraîneurs, faire des connexions dans le monde du hockey. Puis aujourd'hui, ça nous amène à être entraîneur-chef du Collège français de Longueuil. Donc, c'était un beau petit parcours, mais on espère juste que ça va continuer d'aller pour le mieux pour la suite des choses. Il y a beaucoup d'obstacles dans le monde du coaching. On essaie d'y aller une journée à la fois. Je pense que si tu as la chance d'être encadré avec des bonnes personnes autour de toi, tu mets les chances de ton côté pour continuer d'évoluer. Justement, dans ton parcours, tu as eu la chance d'être avec les Forestiers d'Amos aussi, les Canadiens. Tu as aussi participé à des programmes de développement comme le Challenge Gatorade. Ces programmes-là, qu'est-ce qu'ils font en sorte que ça te rend meilleur comme entraîneur? Dans plusieurs, je te dirais, sphères du coaching, les programmes d'Hockey Québec m'ont apporté énormément. J'ai commencé, vois-tu, sur Team Québec au niveau féminin. À l'époque, la personne qui était en charge, c'était Eric Urtubis. C'est lui qui m'avait donné ma première opportunité comme entraîneur adjoint sur Team Québec des moins de 16 ans. À l'époque, j'arrivais justement des Canadiennes. Et mon entraîneur-chef, c'est une de mes bonnes amies aujourd'hui, Valérie Bois, avec qui on s'était lancé dans l'aventure. On ne se connaissait pas beaucoup, mais j'ai adoré sincèrement mon parcours du côté féminin. J'ai appris à voir quelque chose de différent, c'est sûr et certain, au niveau de la gestion, la communication. C'est tous des outils qui me servent énormément aujourd'hui. Les intervenants qui figuraient sur le programme féminin de Hockey Québec avaient énormément d'expérience, c'est soit coaché au niveau collégial, universitaire, ou on avait même Caroline Ouellette qui avait travaillé avec nous. Donc, d'avoir la chance d'échanger avec eux, de voir comment ça se passe, exemple au niveau national, lorsqu'ils sont entraînés par des coachs NHL, de voir un petit peu l'encadrement qu'ils ont, c'est définitivement des choses que tu adores discuter avec. Et moi, étant un jeune entraîneur, ben, j'essaie juste de faire l'éponge, d'écouter, de prendre le plus d'expérience possible. Et ça m'a amené aussi à faire le saut du côté des programmes de Hockey Québec masculin également, où ce que j'ai eu la chance de toutes les traverser, que ce soit du moins de 14 jusqu'au défi Gatorade Junior Majeur. Et autant que du bord féminin, tu vois une clientèle qui est différente, tu vois une gestion qui est différente avec des entraîneurs qui ont d'autres sortes d'expériences. Au niveau masculin, tu as la chance aussi de travailler avec des entraîneurs qui évoluent soit dans le Junior 3, Midget 3, Junior majeur. Donc, de voir aussi comment ça se passe à ce niveau-là. J'ai vraiment juste des bons souvenirs de mes expériences sur les programmes d'Hockey Québec. D'ailleurs, je veux continuer de me réimpliquer avec eux. Je pense que c'est une opportunité qui te permet de sortir de ta zone de confort. Puis aujourd'hui, chaque expérience que j'ai vécue avec eux sur leur programme de développement m'aide encore et encore aujourd'hui à devenir un meilleur entraîneur, ça c'est sûr et certain. Quand tu regardes ta feuille de route, il te reste encore plein de belles années devant toi, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier jusqu'à présent de ton cheminement? C'est une bonne question. Je te dirais que sans peut-être avoir une seule chose en tête, il y a plusieurs choses qui me rendent fier. C'est sûr et certain que je ne peux pas passer sur le silence
ma première opportunité comme entraîneur-chef ici avec le Collège français de Longueuil, d'avoir eu des gens qui m'ont donné ma première opportunité. C'est ce qu'on recherche quand on est un jeune entraîneur, des gens qui vont dire, on te donne ta chance de te faire valoir, de démontrer que tu es en mesure de prendre ce rôle-là. Donc, tu sais, je pense à Stéphane Blanchet, mon directeur général, à mon propriétaire, Pierre Petroni, que si je me mets à leur place, c'est sûr et certain que ce n'était pas évident non plus d'y aller avec un entraîneur Green qui n'avait jamais coaché en chef à ce niveau-là. Mais ils ont pris le gamble. Puis, c'est sûr et certain leur en être éternellement reconnaissant parce que pour moi, c'était un accomplissement, je te dirais, de plusieurs années de sacrifice, de patience, parce que à plusieurs reprises, j'ai essayé d'avoir des opportunités en chef avant. Puis finalement, eux, au Collège français de Longueuil, d'avoir la chance d'hériter d'une organisation de la sorte qui avait été bâtie par Pierre pendant les 20 dernières années, une tradition gagnante. C'est sûr et certain que c'est quelque chose que je ne peux pas passer sur le silence. Mais sinon, je pense aussi à mon temps avec les Canadiens de Montréal au niveau professionnel. J'ai fait 2 parcours avec eux. J'ai adoré mon expérience, le hockey féminin. Je l'ai mentionné tantôt pour les programmes de Hockey Québec, mais il m'a apporté énormément. Mais pour moi, les Canadiens de Montréal, c'était sans aucun doute la place où j'ai développé le plus comme entraîneur. D'avoir la chance de diriger justement des Olympiennes, de vivre avec une clientèle adulte qui était à cette époque-là plus vieille que moi de 5, 6, 7, 8 ans. Donc, ce n'était pas nécessairement toujours évident. Il fallait que tu gagnes leur crédibilité. C'est quelque chose aussi que je suis très fier. Puis, les Forestiers d'Amos, tu l'as mentionné également tantôt, de devoir m'expatrier en Abitibi, de voir quelque chose de différent. Donc, pour moi, ces trois moments-là sont définitivement, ces 3 expériences-là sont définitivement des highlights dont lesquels je suis très fier aujourd'hui de où est-ce que je suis rendu. Justement, l'année dernière, c'était ta première année comme entraîneur-chef dans la Ligue junior 3 du Québec avec le Collège français. C'était quoi ton plus gros défi, justement, de devenir entraîneur-chef? Je pense qu'il y a beaucoup de défis en tant que tel. C'est sûr et certain que comme n'importe quel entraîneur, ton objectif, c'est d'amener ton équipe à se surpasser, à atteindre le prochain niveau. Tu vas être prêt pour les séries éliminatoires, tu vas être prêt pour performer quand c'est le temps de rise to the occasion. Puis c'est sûr que comme entraîneur, ton objectif, c'est de soutirer le meilleur de tes joueurs. Étant un entraîneur recru qui commençait, pour moi, c'est important de bâtir un partnership avec mes joueurs. Ça, c'est sûr et certain. Puis, parenthèse comme ça, du moment où j'ai été engagé avec le Collège français, les semaines qui ont suivi, j'ai eu la chance de rencontrer chacun des joueurs de l'équipe parce que justement, c'était tellement important pour moi de commencer à apprendre à les connaître, de bâtir cette chimie-là pour que par la suite, on puisse aller des extra miles ensemble. Puis, j'ai également aussi ciblé mon leadership group avec mon directeur général, Stéphane Blanchet. On avait regardé des joueurs pour nous qui allaient former notre leadership group. Sont venus manger à la maison durant le off-season pour vraiment apprendre à les connaître, leur laisser savoir ça allait être quoi mes objectifs et mes attentes comme head coach cette année. Et j'avais vraiment besoin de leur contribution et par la suite de ça, ben, les gars, ils ont embarqué. Ça, c'était vraiment pour moi le plus gros défi. C'est vraiment de créer ce sentiment d'avoir un chemistry dans le dressing room. Ça part avec tes leaders. Mais pour ça, il faut que tes leaders soient prêts à marcher avec toi. Et ils l'ont fait de façon colossale. Donc, pour moi, c'était vraiment mon plus gros défi. Par la suite de ça, dans la Ligue junior 3 du Québec, il y a plusieurs entraîneurs d'expérience. Je pense à des Bob Dubuc, que ça fait plusieurs années qui a du succès avec les Cobras de Terrebonne. On a d'autres entraîneurs aussi au travers de la Ligue qui ont soit évolué au niveau junior majeur dans leurs années précédentes. Donc, de devoir composer avec le fait de te surpasser face à des formations bien encadrées, c'est sûr que c'est un autre défi, mais je pense qu'en bout de ligne, pour moi, le plus gros défi, c'était d'emmener les joueurs à avoir un sentiment d'appartenance et être prêt à être tout le monde sur la même page pour avoir du succès. Puis ça a fonctionné parce que le leadership group a été prêt à contribuer tout le monde ensemble. Justement, le défi a quand même été bien relevé quand on regarde la fiche de ton équipe l'année passée. 37 victoires, 9 défaites, une en tir de barrage et un autre en prolongation. Comment t'expliques le succès de ton équipe? Je pense qu'en premier lieu, il faut donner crédit aux joueurs. J'ai souvent dit que les bons joueurs font les bons entraîneurs, puis j'ai eu la chance d'avoir des excellents athlètes, des bonnes personnes sur et hors glace qui étaient prêts à rentrer à l'aréna et à se surpasser. Ça, c'est sûr et certain que d'avoir eu des athlètes phénoménales, ça allait grandement aider au niveau du succès de l'affiche. Par la suite de ça, il faut que je mentionne aussi l'encadrement qu'on a au Collège français de Longueuil. Puis quand je veux dire encadrement, c'est l'historique de l'organisation. Tu sais, à la base, le CF, c'est un historique gagnant. Je mentionnais là, plus tôt dans l'entrevue Pierre Petroni, qui a coaché ici pendant 20 ans, qui est notre propriétaire, qui a gagné plusieurs championnats. Donc, il a bâti une culture gagnante. Et pour moi, d'avoir été encadré de la sorte, c'est tout ce qu'on a besoin ici pour performer comme joueur, comme entraîneur,
on l'a. Donc, tu sais, en bout de ligne, d'avoir la chance d'être encadré comme ça, c'est sûr et certain que ça l'aide au niveau de connaître du succès sur la glace parce que tu es dans un environnement professionnel. On avait des gens comme coaching staff qui étaient dédiés à la tâche. On a des gens aussi dans le backseat qui ne sont pas souvent sur le spotlight, mais je pense à un Richard Généreux, à un Stéphane Gauthier qui font un travail colossal. Donc, vraiment, tout le staff de support avec les outils qu'on a pour travailler, autant le coaching staff et les joueurs, on est vraiment traité en professionnel. Puis ça, on le doit beaucoup à notre propriétaire. Mon directeur général qui a fait un travail colossal aussi. Donc, je pense que c'est un middle pot de tout ça qui nous a permis d'avoir du succès sur la glace. Si tu poses la question aux joueurs, un des points qui revenait souvent, c'était la chimie. La chimie qu'on avait a vraiment fait la différence parce que dans le cours d'une année, il y a toujours des ups and downs que tu vas vivre, puis c'est normal. Mais je pense que c'est d'être en mesure de rester dans le processus, d'y croire, de rester dans le moment présent, puis en ayant un bon leadership group comme on a eu, bien, ça l'a permis aussi à bien guider les rênes du navire de ce côté-là. Donc, je pense que c'est un petit peu tout ça qui a fait le total au niveau du succès à la fin de la saison. Justement, pour continuer sur ton succès puis le succès de ton équipe, il y a eu 3 mentions honorables à la Ligue canadienne de hockey junior la saison dernière, dont toi qui as reçu une mention honorable pour l'entraîneur-chef de l'année. Tu as gagné le titre aussi dans la Ligue junior 3 du Québec. Comment est-ce que tu as vécu tout ce moment-là? C'était un beau moment, c'est sûr et certain. À la limite surpris parce que je ne m'y attendais pas non plus. Il y a tellement d'entraîneurs d'expérience dans la Ligue qui font un très bon travail. Puis je suis convaincu qu'il y aurait une dizaine d'entraîneurs qui auraient mérité d'avoir le prix d'entraîneur de l'année dernière avec le travail qu'ils ont fait avec leurs équipes. Mais c'est sûr que c'est une fierté d'être reconnu par ses pairs, d'avoir œuvrer avec ces gens d'expérience-là, contre ces gens d'expérience-là, de voir que ton travail a été reconnu, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui te rend fier de ce côté-là. Donc, pour moi, c'était une belle mention, c'est sûr et certain. Mais je pense aussi que j'ai eu une pensée pour mon directeur général et mon propriétaire que je mentionnais tantôt qui m'avait donné ma première chance. Puis, si je me mets à leur place, c'est un certain gamble que tu fais en prenant un jeune entraîneur. Parce que tu ne sais jamais comment ça va virer. Donc, tu sais, de voir un petit peu la résultante à la fin, je pense que c'était bien aussi pour eux de voir que il avait fait le bon choix en quelque sorte, puis la façon qu'il avait vu un petit peu la vision de l'équipe, ça a fonctionné. C'est sûr aussi que quand il y a beaucoup d'obstacles dans une carrière de hockey, il y a beaucoup de sacrifices que tu dois faire. Donc, je pense que j'ai vu ça aussi comme une tape dans le dos de dire, tu sais, tous les sacrifices qui ont été faits, le travail au fil des dernières années, ben, c'est une petite tape dans le dos pour dire, continue à garder la même rigueur, continue à foncer, à aller de l'avant. Sauf qu'il y a une chose que je sais par contre, c'est que tu as beau avoir gagné une coupe, tu as beau avoir été élu entraîneur de l'année, à chaque année, c'est à recommencer. Et la parité est tellement grande dans notre ligue que c'est pas parce que tu as eu du succès une année qu'automatiquement tu vas avoir du succès l'année suivante. Il faut que tu sois prêt à redoubler d'efforts, à recommencer à zéro, puis à repartir vraiment là, avec des bases solides si tu veux connaître du succès. Donc pour moi, c'était une tape dans le dos, je le vois comme une source de motivation, mais je veux continuer justement à pousser davantage et à continuer d'offrir le meilleur service possible. Pour continuer justement sur cette fierté-là, on parlait tantôt justement qu'il y avait 3 nominations au Collège français pour des mentions honorables. Là-dedans, il y a Charles Tremblay, qui a été rappelé par le Phoenix de Sherbrooke récemment. Il y a aussi Owen Steimer, qui est avec le Wildcats de Moncton. Pour toi, qu'est-ce que tu ressens comme fierté comme entraîneur de les voir monter les échelons comme ça? On est très fiers comme organisation, pas seulement au niveau entraîneur, je parle au niveau de l'organisation, parce que du côté du Collège français de Longueuil, c'est ça l'objectif. C'est d'ouvrir des portes à nos athlètes qui viennent jouer pour notre organisation. Quand on a un nouveau joueur qui rentre chez nous, la première question qu'on va lui poser, c'est quoi tes expectations dans ta carrière? Où est-ce que tu veux aller? Souvent, les joueurs, dépendamment de leur âge, vont dire soit qu'ils veulent aller junior majeur, soit qu'ils veulent être en mesure d'aller jouer U-Sports, universitaire canadien, ou NCAA ou en Europe. Donc, pour nous, c'est important de travailler avec des joueurs qui ont des inner motivation pour être en mesure de les pousser davantage puis de travailler avec eux en partnership. Donc, c'est notre objectif d'offrir des opportunités aux joueurs d'aller de l'avant. C'est notre objectif, justement, de permettre aux joueurs de s'épanouir dans le sport, que ce soit au niveau junior majeur ou que ce soit au niveau universitaire ou Europe, comme je mentionnais. Donc, de voir des joueurs réussir comme ça. Plus Tremblay, si on prend son exemple, d'être rappelé au niveau junior majeur à l'âge de 20 ans, je pense que c'est quelque chose qui est assez rare. C'est que tu vas voir un 20 ans se faire rappeler. D'habitude, c'est plus des jeunes joueurs. Donc, c'est tous à son honneur parce que
Il a travaillé fort, il est arrivé ici avec la bonne attitude. Aujourd'hui, ben, il récolte le fruit de ses efforts. Donc, pour nous, on est très heureux pour lui. Owen Stammer, que lui, c'est un petit peu différent. Il était plus jeune. Son objectif, c'est d'avoir son premier breakthrough. Comparativement à Charles, qui avait déjà joué junior majeur avant, Owen, lui, il voulait vraiment mériter son poste. Donc, de voir qu'il est en mesure d'évoluer cette année comme régulier dans la Ligue, ça aussi, c'est une belle fierté. C'est sûr et certain. C'est l'objectif, c'est notre marque de commerce. Si on regarde les 4-5 dernières saisons, le nombre de joueurs qui soit dénichent des opportunités junior majeures, NCAA, U Sports ou en Europe, c'est vraiment notre objectif d'organisation d'ouvrir le plus de portes possible à nos joueurs par la suite. Justement, un de ces joueurs-là, c'est Charles Robida, qui a terminé la saison dernière avec le Collège français. Cette année, il est rendu en France. Qu'est-ce qu'il peut apporter, selon toi, au plan défensif avec sa nouvelle équipe en Europe? Pour moi, Charles, premièrement, c'est un joueur avec énormément de caractère. Et si tu veux avoir du succès comme équipe, ça te prend du caractère. Deuxièmement, c'est un athlète qui est très coachable. Donc, il va être prêt à aller des extra miles pour toi, vraiment à se donner, à être commit pour l'équipe. Donc, l'organisation qui l'a en ce moment, c'est Rouen en France, va pouvoir compter sur un joueur avec de l'expérience, avec un haut niveau de caractère et de niveau de compétition également. C'est un joueur au niveau de la game qui a une excellente transition, defense to offense, surtout en Europe où tu as la dimension des glaces olympiques. Tu vas être en mesure de transitionner rapidement pour attaquer l'espace libre, jouer avec du speed. C'est un joueur qui va être en mesure de bien repérer justement ses options pour transitionner rapidement. Par la suite de ça, il peut jouer des grosses minutes aussi contre des top lines de l'autre côté. Il est dur à jouer contre physiquement dans sa zone défensive. C'est un joueur qui peut faire un excellent travail aussi au niveau des unités spéciales. Donc, je pense qu'ils ont l'opportunité d'avoir un joueur complet, dédié, avec l'attitude justement que tu vas avoir à l'intérieur de ton dressing room pour avoir du succès. Je suis convaincu qu'il va reflect sur ses coéquipiers et il risque d'avoir une belle carrière au niveau européen de ce côté-là. Cet été, il y a eu des changements du côté de tes collègues entraîneurs adjoints. Le Collège français a été chercher des gars que tu connaissais bien, dont Denis Brunet, avec qui tu as eu la chance de coacher avec les Canadiens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes nouveaux adjoints? Oui, absolument. Écoute, pour nous, c'était important cette année. C'est un processus qui a duré assez longtemps, hein, le processus des entraîneurs adjoints. On parle de tout près de 2 mois. On voulait être sûr de prendre les bons candidats en place. Puis quand la saison est finie, je te dirais que quand je me suis assis avec mon organisation, avec Stéphane et Pierre, j'avais vraiment en tête le style de coaching staff qu'on voit beaucoup au niveau professionnel en ce moment, au junior majeur, où les entraîneurs-chefs vont aller s'entourer d'entraîneurs d'expérience, d'entraîneurs qui ont soit été déjà entraîneurs-chefs au préalable dans leur carrière. Si on prend au niveau de la Ligue nationale, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh, les Rangers de New York, juste pour en nommer quelques-uns. Donc, je voulais être en mesure d'aller rechercher ce niveau d'expérience-là pour offrir le meilleur service aux joueurs. C'est toujours ça notre mandat ici, c'est d'être en mesure d'encadrer les joueurs de la meilleure façon pour être en mesure de leur offrir le plus d'opportunités possibles. Donc, quand on a regardé un petit peu tout ça au niveau du processus, il y a eu plusieurs bons candidats. Finalement, on a arrêté notre choix sur, en premier lieu, Steve Agudelo, qui est en charge des défenseurs. Steve, c'est un entraîneur très expérimenté dans la Ligue, a coaché 6 saisons au niveau de la Ligue junior 3 du Québec, donc c'est quelqu'un qui connaît bien la clientèle au niveau junior 3. On a mentionné Danny Brunet aussi, avec qui j'avais déjà un lien de confiance. Pour moi, Danny, c'était mon entraîneur-chef justement à l'époque lorsque j'ai entraîné avec lui chez les Canadiens de Montréal. Puis souvent, c'est comme ça, le hockey. Tu veux t'entourer des gens d'expérience, mais des gens de confiance avec qui tu vas être en mesure de bâtir une belle chimie. Donc, pour moi, si je regarde le résumé de leur carrière, autant Steve avec son expérience, Danny, qui avait énormément d'expérience comme entraîneur-chef au niveau Midget 3, professionnel chez les Canadiens de Montréal, c'est un entraîneur qui a gagné. C'était aucun doute dans mon esprit qu'on faisait la meilleure décision en les engageant. Par la suite de ça, on a Alex Monpetit aussi, qui travaille avec nous au niveau des gardiens de but, qui est un jeune entraîneur qui monte, mais qui a beaucoup d'ambition et je vois un grand potentiel en lui de ce côté-là. Je suis convaincu que dans les prochaines années, il va gravir les échelons, il va pouvoir graduer dans le monde du coaching. Donc, c'est vraiment un bon mélange d'expérience, de confiance, dans le but d'offrir le meilleur service possible. Le fait d'avoir participé au processus pour trouver les nouveaux adjoints, est-ce que ça te rappelait un peu ce que toi, tu avais vécu auparavant? Oui, en quelque sorte, c'était assez évident de me mettre à leur place. C'est sûr et certain que ayant été entraîneur adjoint aussi à mon époque, ayant travaillé avec des entraîneurs-chefs d'expérience, comme Danny, on parlait à l'époque, Guillaume Bizarion, qui était mon entraîneur-chef au niveau junior 3, avec qui j'ai travaillé chez les Mustangs et au Forestier. Je pense que d'avoir été dans ce rôle-là aussi pendant plusieurs années, c'est facile de se mettre aussi à leur place. C'est pas nécessairement non plus évident un processus d'entrevue, surtout en temps de COVID. Donc, oui, ça a été facile de mettre dans leur position.
Comme je te dis, on a eu des super bons candidats. Je pense qu'à la fin, les décisions ont quand même été assez difficiles à prendre. Mais cette expérience-là aussi que j'avais vécue l'année passée comme entraîneur-chef, mais aussi mon expérience comme entraîneur adjoint, m'emmenait vraiment pour moi à cibler, de dire, OK, c'est vraiment les profils que je veux avoir. Les candidats avec qui on est allé, c'était les profils qu'on avait en tête lorsqu'on a commencé le processus. Avant le processus, est-ce que tu peux nous parler un peu du tien pour arriver au poste d'entraîneur-chef? Comment tu avais vécu ça avec le Collège français? Comment tu as appris aussi que c'est toi qui avais été le choix de l'équipe? C'était un long processus très intense. L'organisation du Collège français ne fait pas les choses en petit. Je me rappelle, à l'époque, moi, j'étais encore sous contrat avec les Forestiers d'Ama. Je venais de signer une prolongation de contrat avec Guillaume Bizarion. J'avais adoré mon expérience en Abitibi. Pour vrai, les Forestiers ont été une organisation, un first-class organization. Ça, c'est no doubt pour moi. Et je leur avais demandé la permission de pouvoir appliquer. Ils savaient mes intentions de vouloir devenir entraîneur-chef. Ça faisait plusieurs années que j'essayais aussi de graduer de ce côté-là, que je me sentais prêt aussi à faire le step. J'attendais tout simplement quelqu'un qui était pour me donner ma chance. Puis, j'ai commencé dans le processus d'entrevue. C'était des longues entrevues avec Stéphane Blanchet. Il y a eu beaucoup de préparation de ma part. Je te dirais que pour chaque entrevue, il y avait au moins pas loin de 15 heures de préparation de ce côté-là. J'avais vraiment à l'intérieur de moi l'objectif d'y arriver. Là. Je me disais que c'était ma chance, puis je ne voulais pas passer à côté. Et on a avancé dans le processus comme ça. Il y avait plusieurs bons candidats aussi. Je pense qu'on était tout près d'une trentaine, des candidats très expérimentés. Mais j'ai réussi à faire ma marque. Je pense qu'on a connecté beaucoup. On parlait tantôt d'avoir des gens de confiance. L'importance aussi de connecter avec les individus pour avoir une bonne chimie aussi est très importante de ce côté-là. Puis je pense qu'avec mon directeur général, ça allait cliquer. Par la suite de ça, il y a eu aussi l'entrevue avec Pierre Petroni qui ne me l'a pas donné facile. C'était une entrevue, possiblement une des plus dures entrevues de ma carrière, mais quel point enrichissant. J'ai ressorti de là grandi. Il m'a sorti de ma zone de confort, mais je suis arrivé là préparé. Puis, je pense qu'en bout de ligne, il me l'a dit par après qu'il s'était beaucoup reconnu en moi lorsqu'il a commencé à peu près à mon âge à coach en chef à l'âge de 28 ans. Donc, c'était un long processus. Puis j'ai appris que j'ai eu le poste parce qu'à la fin, on était très serré dans le processus avec les derniers candidats. Je pensais même peut-être pas l'avoir non plus jusqu'à la toute fin. Puis finalement, je m'en allais en voyage. Pour moi, c'était le temps de décrocher. On était au début du mois de juin. Ça faisait au moins un mois que le processus durait. J'ai reçu un téléphone pendant que j'étais à l'aéroport à Cancun, au Mexique, de Stéphane Blanchet un texto, en fait, qui me disait de le rappeler le plus rapidement possible. Mais tu sais comment c'est quand tu vas en voyage, tu n'as pas tes réseaux mobiles nécessairement. Donc là, je vois ça, puis je me dis, écoute, je vais prendre mes minutes, c'est pas grave. Alors, je me mets à le texter, puis je dis, écoute, je vais t'appeler lorsque je vais arriver au lobby de l'hôtel. Fait qu'il dit, il n'y a pas de problème. J'avais mon entraîneur-chef de l'époque, Guillaume Bizarion, qui m'avait envoyé aussi des textos en me disant, rappelle Stéphane Blanchet, il m'a essayé de me contacter, j'ai dit que tu étais dans l'avion. Donc, j'arrive au lobby de l'hôtel, puis je parle à Stéphane. Puis Stéphane, au début, m'avait laissé entrevoir possiblement que c'était très serré vers la fin. Donc, comme je t'ai dit, dans ma tête, je ne pensais pas avoir le poste. Et je me rappelle de ces mots lorsqu'il a décroché le téléphone, puis il m'a dit, bon, qu'il avait vraiment regardé ça avec Pierre, que pour eux autres, c'était la direction qu'ils voulaient prendre. Puis si naturellement, j'avais toujours l'intérêt que j'allais devenir le prochain entraîneur-chef du Collège français de Longueuil. Donc, pour moi, j'ai appris la nouvelle pendant que j'étais dans le sud, dans le voyage. Disons que ça allait bien commencer les vacances. J'étais excité. Puis surtout le fait qu'une organisation comme le Collège français de Longueuil soit prêt à y aller de l'avant avec un jeune entraîneur, ça en disait beaucoup pour moi de ce côté-là. Puis j'étais très, très fier de ça. Et comme je disais tantôt, je vais leur en être éternellement reconnaissant de l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Justement, tu as eu la chance d'aller du côté professionnel avec les Canadiennes, comme on parlait tantôt. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté comme entraîneur, mais aussi sur le côté plan personnel? Écoute, j'ai adoré mon expérience au niveau professionnel féminin. Je le dis à haute voix, chaque entraîneur qui désire gravir les échelons vers les plus hauts sommets dans le monde du coaching devrait avoir la chance de coacher professionnel féminin ou féminin élite, que ce soit universitaire, collégial. Pour moi, j'ai appris énormément. Je l'ai mentionné, je pense, plus tôt tantôt, que c'était pour moi mon expérience que j'ai progressé le plus comme entraîneur parce que, premièrement, au niveau des Canadiens de Montréal, tu l'as dit, c'est un niveau professionnel. Donc, au niveau de ton équipe, tu as des joueuses qui sont des Olympiennes, sur soit Team Canada, Team USA. Tu as des joueuses qui ont remporté des médailles d'or, qui, lorsqu'ils vont sur les programmes nationaux, sont coachés par des entraîneurs expérimentés. Donc, lorsqu'ils arrivent avec toi, eux autres, ils veulent préparer, ils veulent avoir une bonne saison, ils veulent être sûrs de continuer à évoluer sur le programme canadien. Donc, ils s'attendent à avoir un bon service de ce côté-là.
ils t'amènent à te surpasser. Le niveau de communication aussi est différent versus des adultes qui ont 31, 32 ans, qui ont une carrière. Il y a certains de ces athlètes-là qu'on dirigeait, nous autres, au niveau des Canadiennes de Montréal, qui étaient, oui, soit des Olympiennes, comme je mentionnais, mais il y en a certaines qui travaillent déjà dans le milieu du coaching, soit universitaire, donc aussi au collégial. Alors, tu coaches aussi des propres coachs. Donc, ton niveau de communication, ton partnership level est très important si tu veux être en mesure de bâtir une chimie et d'avoir une crédibilité avec eux autres. Pour moi, les Canadiennes de Montréal ont été une de mes plus belles expériences dans ma carrière. Puis aujourd'hui, lorsque je suis entraîneur, quand je suis devenu entraîneur-chef l'année dernière, il y avait plusieurs expériences que j'avais vécues avec eux qui étaient très bénéfiques pour moi. Tu sais, la façon de gérer certaines situations, la communication, comment approcher aussi certains challenges dans une année, c'est des choses que j'avais eu la chance de voir au niveau professionnel, puis de voir comment ces athlètes-là se préparent. Tu vois vraiment que c'est des athlètes de haut niveau. D'avoir la chance de voir ça aux premières loges, c'est tout un honneur et un privilège. Puis ma directrice de l'époque, aussi Maggie Wings, m'avait fait confiance, comme je disais. Lors de mon deuxième séjour avec eux, j'avais 26 ans, puis je coachais les défenseurs. Puis je pense qu'au niveau des défenseurs, la plus jeune avait 26 ans. Donc, tu sais, j'avais des joueurs qui avaient 5-6 ans plus vieilles que moi. Donc, de bâtir cette chimie-là m'a apporté beaucoup. Au niveau coaching, mais aussi personnel, j'ai grandi. On a eu la chance j'ai été choyé pendant mon parcours avec eux. On a voyagé la majorité du temps assez souvent en avion. On est allé jouer en Chine parce qu'il y avait des équipes de Chine dans notre ligue. Donc, on a joué au Centre Bell aussi devant 5-6 000 personnes. C'est des éléments aussi que, tu sais, je ne pensais jamais avoir la chance de vivre à un jeune âge comme ça dans le coaching. Mais comme je dis, ça va rester gravé dans ma mémoire à jamais. C'est des expériences qui me sont très utiles aujourd'hui dans mon développement. Comment est-ce qu'on vit ça comme jeune entraîneur, d'être au Centre Bell, justement avec les Canadiennes, de vivre l'ambiance comme ça? C'est comment? C'est incroyable, tu sais, d'être sur cette glace-là, d'avoir la chance de jouer dans ce building-là devant 5-6 000 personnes. C'est une opportunité, tu sais, qui n'arrive pas souvent, on s'entend. Puis pour le sport du hockey féminin aussi, c'est une grosse vitrine parce que c'est une opportunité de faire connaître leur sport davantage. Il y avait beaucoup de attention médiatique qu'on avait lors de cette année-là. Il y avait Sportsnet qui passait beaucoup de nos matchs. Donc, tu sais, de pouvoir vivre cette exposure-là aussi, de voir le progrès du hockey féminin s'en aller vers l'autre niveau. C'était vraiment exceptionnel. Puis d'avoir la chance de jouer au Centre Bell, c'est sûr que c'est un rêve depuis que tu es tout jeune, de dire un jour je vais me rendre là, puis d'avoir la chance de jouer sur la glace des Canadiens, c'était définitivement quelque chose de spécial. Donc, c'est des belles opportunités qu'on a eu la chance de vivre. Puis, comme je t'ai dit, les Canadiens de Montréal, pour moi, vont rester gravés à jamais dans mon cœur. En 2019, la Ligue de hockey canadienne féminin a cessé ses activités. Justement, tu parlais que c'était une période que les médias s'intéressaient beaucoup au hockey féminin, mais aussi les partisans qui apprenaient à connaître l'équipe. Là, tout d'un coup, on arrête les activités. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris que c'était terminé pour la Ligue? Très déçu pour elle, sincèrement. Ils étaient tellement rendus à un haut niveau, je pense, dans leur. Je parlais d'exposure tantôt. Si on regarde où est-ce qu'on était rendu, de notre côté, on avait la chance de voyager en avion, d'être dans des hôtels lorsqu'on allait sur la route qui étaient assez luxueux. On avait vraiment un lifestyle professionnel. Puis, de plus en plus, les médias en parlaient, que ce soit sur les social medias ou à la télévision. Il y avait beaucoup de reportages sur les Canadiennes. Je pense qu'ils arrivaient vraiment à leur apogée, puis ils s'approchaient vraiment de leur objectif, qu'ils voulaient avoir leur ligue reconnue professionnelle, un petit peu comme la WNBA. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais vers la fin, justement, de cette année-là, leur Coupe Clarkson avait été diffusée à TVA Sport. Donc, tu sais, ils semblaient avoir beaucoup plus d'exposure de leur côté. Je pense qu'ils se rapprochaient de leur rêve. J'ai trouvé ça vraiment unfortunate, tu sais, puis très désappointant de voir la ligue se fermer. Je ne suis pas au courant de tous les détails. Je sais qu'il y a eu des gestions, disons, peut-être plus problématiques au niveau de la Ligue, que les joueurs n'étaient pas nécessairement au courant. Puis en bout de ligne, ça l'a fait fermer la Ligue. Sauf que je leur souhaite tellement d'être en mesure d'aller chercher leur objectif d'avoir cette Ligue-là. Je sais qu'ils travaillent très, très fort en ce moment. Ils ont parti la PWHPA pour être en mesure justement de continuer de s'entraîner ensemble. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis du côté du hockey professionnel féminin. Puis je pense que là, ils ont été un petit peu ralentis à cause de la COVID, comme tout le monde. Mais je suis convaincu que dans les prochaines années, ça va continuer d'augmenter puis ils vont finir par y arriver. C'est des femmes très résilientes qui veulent le bien de leur sport, qui se battent à tous les jours pour faire reconnaître leur sport. Donc, je ne suis pas inquiet qu'ils vont y arriver. Est-ce que selon toi, il y aurait quelque chose qui aurait pu permettre à ces femmes-là de continuer à faire une transition entre la Ligue canadienne et la nouvelle Ligue qui s'en vient pour justement
pas les arrêter là, en entre-deux. Mais je pense qu'ils veulent avoir un beau partenariat avec la Ligue nationale de hockey. C'est un petit peu comme je mentionnais, la NBA, la WNBA. Donc, c'est vraiment ça qui preach, qu'ils veulent aller chercher. Je sais qu'ils ont eu des discussions aussi dans le passé de ce côté-là. Donc, je pense que c'est vraiment leur gros source de motivation qui va leur donner leur breakthrough par la suite à continuer à aller de l'avant. C'est important qu'on continue d'en parler du hockey féminin. C'est important qu'on continue justement de voir les médias qui donnent de l'exposure. On regarde aussi au niveau des personnes, des célébrités comme Kevin Raphaël, qui fait beaucoup de podcasts, qui essaie de promouvoir le women's hockey. Je pense que ça en prend davantage de ce côté-là. Puis moi, je vois ça aussi comme, en ce moment, la réalité, c'est que tu as le hockey féminin et tu as le hockey masculin. Puis là, on commence à avoir une émergence aussi de femmes qui deviennent les entraîneurs du côté masculin. Puis ça, moi, je trouve ça super, super intéressant. Je pense que c'est un beau aussi milestone de ce côté-là. Et c'est juste le début de la suite. Il va en avoir davantage. Mais pour avoir vécu les deux, masculin et féminin, je pense que c'est le même sport, mais les deux mondes devraient connecter davantage ensemble. Il devrait y avoir davantage de coachs masculins et féminins qui échangent ensemble. Donc, c'est sûr et certain que, parce que personnellement, je l'ai vécu, puis j'ai beaucoup d'amis du côté féminin avec qui j'échange régulièrement, puis ils m'apportent énormément. Ils coachent au niveau universitaire. Je mentionnais Valérie Bois, avec qui j'avais eu la chance de travailler sur les Teams Québec, rendue pour les Gators de Bishop University. Donc, je parle avec quelqu'un comme ça régulièrement, elle m'apporte beaucoup, puis apprend à connaître aussi leur réalité. Fait que moi, je pense que si les deux mondes connecteraient davantage ensemble, autant le hockey masculin va en bénéficier, autant le hockey féminin va en bénéficier. Puis le middle pot de tout ça viendrait naturellement, je pense, donner un bon vent de fraîcheur puis un push vers l'avant de pouvoir promouvoir davantage le hockey féminin. Justement, ce lien-là entre le hockey féminin et le hockey masculin, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait permettre de mieux faire connaître ces joueurs-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont au niveau quand même assez haut des niveaux élites professionnels, mais qui sont moins connus. Là, avec les Canadiennes, vu que ça portait le nom Les Canadiennes, puis que c'était un peu relié aux Canadiens de Montréal, c'était plus connu, mais il y a tellement de bonnes joueuses qui sont méconnues de la part du public. Je pense que tu as entièrement raison. Écoute, pour moi, c'est vraiment, c'est le même sport, puis on devrait travailler ensemble. Je pense que les deux sports, comme je mentionnais au préalable, vont en bénéficier. Puis c'est sûr et certain que, si je te donne un exemple, pour l'avoir vécu, lorsque je coachais pour les Canadiennes de Montréal, c'est pas négatif, c'est une réalité. Il y avait combien d'exemples de scouts junior majeurs ou de coachs junior majeurs au NHL, au Midget 3 qui venaient voir le hockey féminin? Il n'y en avait pas parce qu'il y avait certainement un moins d'intérêt. Mais si tu connais des gens, si exemple, tu échanges avec des entraîneurs, que les deux mondes travaillent ensemble, c'est sûr qu'il va y avoir un intérêt aussi plus grand pour connaître le sport. Puis moi, je pense qu'en bout de ligne, comme je disais tantôt, le hockey féminin pourrait en bénéficier autant que le hockey masculin pourrait en bénéficier. Puis je l'ai mentionné, mais avec beaucoup d'exposure aussi de la part des médias, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs joueuses là-dedans. Où on connaît les gros noms, les Marie-Philippe Poulin, les Mélodie Daou, les Caroline Ouellette, Hillary Knight, qui sont les stars du hockey féminin. Mais je pense à une Anne-Sophie Betté que j'ai eu la chance de coacher lorsque j'étais chez les Canadiens de Montréal, qui est une joueuse extraordinaire, qui a rentré sur le programme national à l'âge de 32 ans, si je ne me trompe pas seulement. Donc, pendant plusieurs années, elle s'est fait dire non, puis pourtant, c'était une joueuse élite du côté féminin. Finalement, à l'âge de 32 ans, a réussi à avoir son breakthrough. Donc, moi, je pense que davantage qu'on en parle, davantage qu'on travaille ensemble, c'est sûr et certain qu'en bout de ligne, ça va aider grandement le sport de hockey féminin à faire connaître le calibre, à faire connaître les joueurs puis à faire grandir le sport de ce côté-là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Quand on regarde ça, on sait que Manon Rhéaume est souvent un exemple cité par les joueuses. Mais si Manon, elle, a été capable de l'atteindre, il y a d'autres femmes aussi qui pourraient être capables d'atteindre ce niveau-là de la Ligue nationale. Absolument. Je pense que la beauté du hockey féminin en ce moment pour le suivre régulièrement est en progression continue. Si je regarde le hockey féminin de là, 5 ans, puis le hockey féminin aujourd'hui en 2020, les joueurs sont entraînés, ils font la même chose que les gars. Ils ont leur entraîneur personnel dès un jeune âge, sont mieux encadrés aussi avec les programmes de Hockey Québec. Puis je pense qu'il faut que ça continue de ce côté-là. Du côté masculin, on a les moins de 13, les moins de 14, les moins de 15, les moins de 16. Du hockey féminin, tu as le moins de 16, moins de 18. Donc, je pense qu'en continuant de développer ces programmes-là, les joueurs vont avoir les mêmes ressources, vont continuer de se développer. Puis déjà là, on voit une grosse amélioration au niveau du calibre, de la façon que les joueurs sont préparés justement pour le prochain niveau. Donc, oui, effectivement, si ça continue à aller de l'avant, moi, je pense que, on l'a vu, Marie-Philippe Poulin aussi à l'époque, elle avait failli jouer au Midget 3 avec le masculin.
il va en avoir d'autres naturellement. Plus qu'il y a d'investissement qui va être fait, je pense que c'est sûr que les joueurs vont en bénéficier. Jusqu'à quel niveau ils pourraient se rendre avec le niveau avec les gars, ça, personne ne le sait. Mais je pense qu'en bout de ligne, c'est sûr et certain qu'on va avoir davantage de joueurs se développer de ce côté-là si on travaille de la sorte. Justement, pour avoir été voir un match des Canadiennes à l'époque, j'ai remarqué que c'est surtout du hockey de vitesse. C'est quand même assez impressionnant de les voir aller. Puis cette partie-là, justement, les gens ne le savent pas nécessairement parce qu'ils sont plus habitués au hockey de contact comme la Ligue nationale ou encore le junior majeur avec les mises en échec, mais on dirait qu'ils ne sont pas habitués à ce talent-là de vitesse aussi nécessairement sans qu'il y ait besoin de contact. Non, je pense que tu as entièrement raison. C'est du hockey très rapide. L'exécution est très bonne. Puis, tu sais, je vais juste te donner un exemple. Je pense que la saison dernière, j'ai assisté à un match de la PWHP, puis elle joué contre une équipe collégiale masculin. Et c'était des matchs serrés. Je pense que même, ils les avaient battus. Donc, c'était pour te démontrer le calibre, à quel point il a évolué. Puis là, 5, 6 ans, 17 ans en arrière, on n'aurait jamais vu ça. Donc, les joueurs sont investis dans leur training. Ils sont bien encadrés. Ils ont les ressources davantage pour continuer de se développer. Donc, oui, en bout de ligne, de ce côté-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu retrouves un peu le hockey féminin avec les Lynx du Cégep Édouard Montpetit depuis cet été. Qu'est-ce que ça te fait justement de retrouver comme tes premiers amours de hockey féminin dans le sens? Ben écoute, c'est vraiment, pour moi, je le voyais. En premier lieu, c'est Marie-Ève qui est l'entraîneur-chef là-bas, comme tu mentionnais. Puis, pour moi, Marie-Ève, c'est une entraîneur très compétente. Un petit peu comme moi, elle a eu son breakthrough cette année. Ils ont décidé d'aller de l'avant avec un entraîneur recru. Et je suis convaincu qu'elle va avoir énormément de succès par à quel point elle est driven pour vouloir être meilleure, la façon qu'elle encadre ses joueuses. Elle m'avait approché à savoir si j'avais de l'intérêt pour donner un support en quelque sorte, que ce soit sur glace, hors glace. Alors pour moi, tu sais, d'avoir la chance de continuer d'échanger avec quelqu'un comme ça, je grandis aussi comme entraîneur. Tu sais, je vais rechercher, chaque entraîneur que j'ai la chance de discuter, pour moi, je vais rechercher quelque chose de ce côté-là. Puis, je voyais ça comme une opportunité de redonner au hockey féminin, naturellement. C'est un bon calibre de jeu au niveau collégial. Puis, en même temps, de ce côté-là, Marie-Ève, on avait la chance d'échanger ensemble. On avait la chance de voir un petit peu sa réalité, la mienne. Donc, je crois que c'était vraiment un winning situation pour les deux parties. Mais c'est vraiment un aide du support extérieur. Je suis allé donner quelques pratiques en début de saison. Pour la suite, comme je mentionnais tantôt, elle est bien encadrée, elle a un bon coaching staff avec elle. Donc, si j'ai pu y donner un petit peu de support, ben, tant mieux, ça aurait été un succès de ce côté-là. Pour le reste, je ne suis vraiment pas inquiet pour ses succès. Justement, le fait qu'on parlait tout à l'heure de la communication entre le hockey féminin et le hockey masculin, tu es présentement dans les deux, en quelque sorte, avec le Collège français, avec les Lynx. Qu'est-ce que ça peut apporter justement à Marie-Ève et à son équipe, le fait que tu sois dans les deux à ce niveau-là pour connecter, parce qu'on parle quand même des deux équipes les plus importantes dans Longueuil. Écoute, je l'ai dit depuis tantôt, c'est d'avoir la chance d'échanger ensemble, de travailler ensemble, autant le masculin et le féminin. Eux, ils ont des choses à gérer des fois qui sont un petit peu différentes. Ils ont des approches qui sont différentes au niveau de la communication. De notre côté également. Puis, il y a des choses que j'ai pris, exemple, du côté féminin que j'ai emmené au niveau de la communication, comment gérer avec, exemple, un joueur peut-être qui a plus de difficultés. Tu sais, le hockey aussi masculin a beaucoup changé. C'est pas nécessairement le hockey de l'époque. Les joueurs maintenant sont beaucoup plus proches des entraîneurs, veulent connaître pourquoi on fait, on travaille de la sorte, tu sais, ou comment ils peuvent s'améliorer. Ils ont besoin d'avoir une bonne communication aussi du côté masculin, beaucoup plus que ce qu'on voyait à l'époque. Donc, je pense que cet aspect féminin-là que tu retrouves peut être définitivement un outil à aller chercher avec ton équipe masculine. Puis, de l'autre côté aussi, Marie-Ève, il y a plusieurs choses qu'elle aime. Des fois, lorsqu'on discute ensemble, de dire OK, voici votre structure, voici comment vous avez ciblé vos objectifs, exemple. Ça l'aide aussi à avoir une autre vision, est capable après ça de savoir OK, ça, je sais que ça va fonctionner avec mon équipe. Ça, je sais que ça va fonctionner un petit peu moins. Elle prend le meilleur des deux mondes, puis elle fait le mieux avec ça. Donc, tu sais, je pense qu'en bout de ligne, je le mentionnais, autant le féminin que le masculin ont tellement à aller chercher l'un de l'autre, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des structures d'entraînement, que ce soit au niveau du management du personnel. Bref, en bout de ligne, je pense que d'avoir la chance de pouvoir toucher aux deux comme ça, autant pour elle que pour moi, d'une certaine façon, c'est sûr et certain que les équipes en bout de ligne en bénéficient. Et ça reste que l'objectif est de toujours offrir le meilleur service aux joueurs. Donc, plus que tu es complet, plus que tu as d'outils, plus que tu es en mesure d'offrir le meilleur service aux joueurs
en bout de ligne. Je suis convaincu qu'ils vont avoir du succès. Je les ai vus travailler à quelques reprises sur la glace, la façon qu'elle a bien organisé son coaching staff. C'est important comme entraîneur-chef que le rôle de tes entraîneurs adjoints soit bien détaillé, que tu aies une vision claire de où est-ce que tu veux t'en aller comme objectif individuel, mais collectif aussi. Puis, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de les voir à l'œuvre à quelques reprises en début de saison. J'ai vu à quel point ils ont pris cette équipe-là en charge. C'est sûr que là, c'est COVID, donc elle n'a pas la chance de compétitionner ou de jouer des matchs comme elle aurait voulu à sa première année. Mais je pense que sa fondation qu'elle est en train de bâtir va être définitivement une fondation qui va lui permettre d'avoir un grand succès par la suite. Je suis convaincu que les joueuses l'adorent, son approche, son côté humain, mais en même temps, est capable d'aller retirer le meilleur de ses athlètes. C'est sûr et certain que pour moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit là, qu'elle va connaître du succès avec ça. Justement, avec ton expérience au niveau du hockey collégial, quel genre de hockey on peut s'attendre en regardant, par exemple, un match de hockey collégial féminin? Écoute, du hockey rapide, c'est sûr et certain. Du hockey smart, très compétitif. Puis souvent, on avait cette discussion-là avec Marie-Ève que le niveau collégial, en quelque sorte, féminin, c'est le niveau junior majeur masculin. C'est leur junior majeur. Donc, ils veulent préparer des joueuses pour les équipes nationales, des moins de 18 ans, des moins de 22. Ils veulent préparer les joueuses à aller jouer U-Sports ou NCAA au niveau universitaire. Donc, c'est des joueurs qui ont des aspirations. C'est des joueurs qui sont motivés à prendre le step à l'autre niveau. Donc, c'est sûr et certain qu'en allant voir une game de hockey collégial, tu vas voir du jeu qui va être rapide avec une bonne transition. Tu risques d'être impressionné par le calibre, personnellement. Les joueuses, comme je disais tantôt, avec l'encadrement qu'ils ont déjà avec les programmes d'Hockey Québec, comment c'est monté maintenant avec les structures intégrées au niveau féminin, tu vois vraiment que le développement des joueuses a été optimisé. Donc, c'est sûr et certain que ça va continuer de s'améliorer. Puis, de voir des athlètes motivés qui veulent passer au niveau supérieur, ça donne un bon spectacle en bout de ligne quand tu vas voir un match hockey collégial. Merci beaucoup, Eric. C'est super intéressant de justement pouvoir discuter de hockey en cette période difficile, justement de pouvoir mettre de l'avant aussi le hockey féminin, le hockey du collège français. On espère que les deux vont pouvoir retourner au jeu le plus rapidement possible. On l'espère. Écoute, merci de m'avoir reçu. Puis, comme je t'ai dit, ça a fait plaisir de pouvoir jaser hockey en espérant qu'on puisse revenir à la compétition là, dans pas trop longtemps. En attendant, je pense que c'est important de prendre son mal en patience. Puis, comme je disais au début de l'entrevue, ça va juste nous permettre de mieux profiter et de savourer chaque instant, mais que les choses reviennent à la normale.